Bonjour Cédric Perrin. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes sénateur LR du territoire de Belfort, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat. On va évidemment revenir sur la riche actualité internationale et notamment ce qui se passe à Gaza dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder ensemble 3 unes de la presse régionale qu'on a sélectionnées. D'abord, la une de La Voix du Nord sur les retraites. Un trimestre, ça se prend. La suspension de la réforme qui impacte les personnes nées en 1964 qui gagneront un trimestre. Les générations 65 à 68 pourront également en bénéficier, sauf s'il y a une autre réforme. Le Maine libre, quand ma prime rénov devient un casse-tête, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'aide gouvernementale ont été repensées et certains particuliers bénéficiaires voient leur reste à charge grimper. Et puis la dernière une, c'est celle de la presse de la Manche. Les drones, une menace pour nos sites sensibles. C'est la question à la une du journal, à l'instar de la centrale de Flamanville ou du site Naval Group où sont construits les sous-marins nucléaires. L'état d'alerte et de vigilance semble réel, même si peu de détails évidemment filtrent sur les forces mises en œuvre pour surveiller ces équipements. De quelle une avez-vous envie de nous parler? Dernière. Vous confirmez l'état de vigilance est activé et maximal. Il y a des vraies menaces de drones sur les sites sensibles en France? Alors, moi, je pense que je choisis cette une parce que d'abord, je préside la Commission de la Défense et que le sujet des drones, vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est en 2017 que j'ai fait le premier rapport en alertant sur la situation qui a été renouvelé par un nouveau rapport en 2021 en alertant de nouveau et les mesures n'ont pas vraiment été prises et donc on est quand même dans une situation où on a beaucoup de retard. Il y a évidemment des menaces, mais on voit bien ce qui se passe dans les pays à l'est de l'Europe, que ce soit en Pologne, au Danemark, en Roumanie ou ailleurs, où des survols de drones russes réguliers se font jour. Je pense qu'on va avoir aussi une situation où des petits malins vont essayer de tester les sites en envoyant quelques drones personnels, etc. Donc on va avoir un certain nombre de survols qui est évident. Donc il faut absolument qu'on soit à la hauteur de l'enjeu et qu'on mette en place un système qui nous permette non seulement de les détecter, mais aussi et surtout de les détruire. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'en termes de détection et d'identification, on est plutôt bon. On a des dispositifs notamment liés au travail qui a été fait pendant les Jeux Olympiques. Et je rappelle que c'est le Sénat, via la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui avait alerté sur la situation en matière de lutte anti-drone de notre pays. Et je pense que aujourd'hui, on a besoin d'être... On peut les détecter, mais pas les détruire. Détecter un drone, ça veut dire qu'il faut un système qui nous permette de les détecter le plus loin possible de la cible pour pouvoir avoir le temps d'aller les détruire. Aujourd'hui, la problématique, c'est la capacité qu'on a à aller les détruire, puisque la photo que vous montrez en une de la presse de la Manche est un système de lutte anti-drone qui permet d'émettre des ondes qui vont griller les ondes du drone. On a quelques dispositifs comme ça, mais ça ne fait pas tout. Et donc on n'est pas protégé de la menace. On n'est pas hyper protégé. Il faut absolument qu'on travaille sur ces questions, mais on n'est pas plus en retard que d'autres pays qui ne sont dans la capacité de détruire des drones. Après, on a été, par exemple, sur certains sujets au Danemark, on a été appelé pour venir les accompagner et les aider. On a su démontrer qu'on était capable de les détruire. Mais c'est pas un sport de masse. Voilà, on a besoin d'investir et on a besoin, je pense, fondamentalement, d'aller voir aussi ce qui se passe en Ukraine et de voir de quelle manière l'innovation qui est galopante en Ukraine sur ces sujets-là peut nous permettre d'avancer parce qu'évidemment, eux, ils sont soumis en permanence à ces sujets et on dit qu'en l'espace de 6 à 7 jours, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, ils sont en capacité de répondre à la menace. C'est toujours la problématique du glaive et du bouclier, c'est-à-dire que le glaive essaie toujours de transpercer le bouclier et le bouclier essaie d'être toujours plus fort et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire et je pense qu'on a besoin des Ukrainiens sur ce sujet parce que eux, ils innovent rapidement. On va parler de l'Ukraine à la fin de cette interview avec Stéphane notamment, ce sera votre chronique Stéphane, mais d'abord retour à l'actualité nationale et Sébastien Lecornu était donc devant les sénateurs hier pour prononcer son discours de politique générale, un discours différent de celui de l'Assemblée nationale. Est-ce que celui-là il vous a convaincu ? Il m'a pas plus convaincu que celui de l'Assemblée nationale, parce que c'était un discours d'opportunité. Enfin, je veux dire, quand on fait un discours pour parler aux députés parce qu'on veut pas que la gauche entende le mot immigration, lutte contre le frérisme, lutte contre l'islamisation de notre pays, qu'avait mis en œuvre Bruno Retailleau, et qu'on vient au Sénat pour en parler parce qu'on sait que ça va être sensible à l'oreille des sénateurs, je veux dire, la ficelle est un peu grosse. Donc, il faut pas nous prendre pour des poulets de l'année, quoi. C'est pour ça qu'il a parlé d'immigration. C'était un discours pour les maires et les LR hier? C'est comme ça que vous l'avez ressenti? Bien sûr, il y a eu quelques éléments, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose en dehors de l'annonce, de l'abandon, j'allais dire de la liquidation du macronisme en 30 minutes en annonçant la suspension de la réforme des retraites. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre de dit. Voilà. Il vous a convaincu sur la réforme des retraites? Il a bien dit c'est pas un abandon. C'est une suspension, mais c'est pas un abandon, c'est pour faire mieux. Et justement, non seulement il m'a pas convaincu, mais en plus il a aggravé la situation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un abandon, mais ça veut dire que ça va nous coûter entre 400 millions cette année
année, 1,7 milliard l'année prochaine et peut-être plus, parce que vous avez vu que tout le monde donne ses chiffres, mais personne n'est capable de donner des chiffres précis et toujours les mêmes. On va de 1,7 million à 3 milliards à 3 milliards. Etc. En fait, vous l'avez assez bien dit dans le reportage tout à l'heure, ça va satisfaire une cohorte de 1964. Je suis très heureux pour eux. Ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Et la question qui se pose, c'est est-ce que dans une situation comme celle que nous traversons, c'est-à-dire 3 400 milliards de dettes, on peut se payer le luxe d'augmenter la dette encore de plusieurs milliards pour des raisons essentiellement politiques. Mais il avait d'autres choix, parce que le message qu'il vous a fait passer hier, c'était aussi que la censure, la dissolution, ça coûte plus cher que la suspension de la réforme des retraites. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut censurer. Mais je pense que la participation des LR au gouvernement est une erreur. Parce que nous ne sommes pas en phase avec ce qui a été proposé. Les exigences que la droite avait émises ne sont pas respectées sur, évidemment, le maintien de la réforme des retraites, c'est le premier point sur lequel on discute, mais aussi le plafonnement des aides sociales, la non-augmentation des impôts. Je rappelle quand même que l'essentiel des économies qui sont réalisées dans le budget à venir, en tout cas dans celui qui est proposé, on verra ce que ça donnera au Sénat, mais ça risque d'être différent, il est composé d'une augmentation significative des impôts. Il y a quand même 200 000 Français qui vont payer de l'impôt sur le revenu en plus parce qu'il n'y aura pas d'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. L'immigration et la question de la lutte contre le frérisme sont des questions fondamentales. Aujourd'hui, il faut aller voir ce qui se passe dans les écoles, il faut aller voir ce qui se passe dans les rues de nos villes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Bruno Retailleau avait entamé difficilement une politique, je pense, volontariste sur cette question, qui était bien comprise par les Français. Et on va l'abandonner parce qu'on a donné aujourd'hui les clés du camion au Parti socialiste, qui est ultra minoritaire dans ce pays. Enfin, on vit une situation complètement ubuesque. Mais est-ce qu'on en serait là si Bruno Retailleau n'avait pas claqué la porte du gouvernement 2 heures après y être rentré ? Alors moi, je pense qu'il y a eu en tout cas, je pense qu'il a été piégé dans cette affaire-là, qu'il a réagi peut-être un peu vite, mais il faut comprendre aussi... Trop vite ? Il a fait une erreur ? Non, je ne pense pas qu'il ait fait une erreur, parce que j'aurais fait la même. Je veux dire, vous avez quand même... je suis président de la Commission de la Défense. Quand je vois qu'on annonce Bruno Le Maire comme ministre des Armées, mais je me demande si c'est une fake news ou si c'est le 1er avril. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce type a quand même tout fait pour essayer de faire en sorte que le budget des armées n'augmente pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Il a aggravé la dette de notre pays de 1 000 milliards. Alors après, on peut discuter. Mais le symbole était catastrophique. Et je pense que tout ça a été calculé. Je pense que tout ça a été fait pour piéger Bruno Retailleau. Pour que Bruno Retailleau quitte le gouvernement. Et malheureusement, il est tombé dans le piège. Malheureusement. Parce que ça porte tort à votre parti ? Non, ça porte pas préjudice, parce que je pense que de toute façon, les annonces qui ont été faites par Sébastien Lecornu sur la politique qu'il veut mettre en œuvre ne nous satisfait pas. Elle ne va pas dans le sens de ce qu'on attend sur des mesures que je viens de citer par exemple et sur d'autres. Et venir devant le Sénat juste pour nous dire que, pour exprimer le mot immigration et le mot lutte contre l'islamisme, ça n'a été même pas dit d'ailleurs, la ficelle, ce que je l'ai dit tout à l'heure, est un peu grosse et donc on n'est pas tombé dans le panneau. Il a parlé d'un autre sujet devant les sénateurs hier, il a parlé de décentralisation, collectivités locales et comment les collectivités justement vont être impactés par les efforts budgétaires. Les élus locaux sont-ils inquiets ? On va aller en Bretagne. Bonjour Sébastien Miosek, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire PS de Riec-sur-Bellon, c'est dans le Finistère, président de Quimperlé Communauté. Le budget va demander un effort aux collectivités locales. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre devant les sénateurs. Est-ce que vous êtes prêt à cet effort ? Alors, notre association, comme beaucoup d'élus locaux, on n'est pas contre d'entendre parler d'un plan d'économie. On n'est pas sur le principe totalement opposé. La question qui est posée aujourd'hui avec le projet qui est mis sur la table, c'est une question d'équité et de proportionnalité. On nous demande des efforts qui sont totalement disproportionnés, qui ne sont pas équitables entre nous, collectivités. Disproportionnés parce que l'ampleur en milliards, alors on essaie de faire les chiffrages, mais on arrive au moins à 8 milliards aujourd'hui. 8 milliards, c'est totalement disproportionné par rapport à la part que les collectivités représentent et dans la dette publique et dans le déficit public. C'est moins de 10%, alors que là, on nous appelle à 20, 25, 30%. Donc c'est trop pour vous. Un mot, Cédric Perrin, est-ce que selon vous, on va demander trop d'efforts aux collectivités ? On l'a dit au Sénat, bien sûr. Je crois qu'on a travaillé largement sur les budgets précédents, 24-25 au Sénat, pour améliorer la situation et faire en sorte que les collectivités soient moins mises à contribution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elles soient mises à contribution. Je suis moi-même conseiller départemental depuis quelques années maintenant. Mais il est bien évident que les mesures qui ont été annoncées ici sur la non-reconduction
l'éligibilité au FCTVA, sur le DILICO 2 ou encore sur la DGF sont des mesures qui ne nous satisfont pas. Le fonds de compensation de la TVA et puis la dotation. Le fonds de compensation, pardon, c'est compliqué, les acronymes toujours, comme dans la défense. Le fonds de compensation de la TVA, donc DILICO, qui est une mesure qui avait été mise en œuvre il y a quelques années par le gouvernement et par le Sénat. Mais si vous voulez, la contribution qui est demandée aux collectivités locales est très importante. Je voudrais rappeler quand même que, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais entre 70 et 80% des investissements en France sont faits par les collectivités, et que c'est donc le moteur de notre économie et de l'investissement, et qu'il faut donc continuer à permettre aux collectivités à investir et à fournir les services publics qu'elles fournissent. Je rappelle qu'elles sont responsables seulement de 8% de la dette et qu'on leur demande d'en rembourser beaucoup plus que ce dont elles sont responsables. Donc ça veut dire que comme lors du précédent budget, le Sénat va amoindrir l'effort demandé aux collectivités? Le Sénat va amoindrir l'effort qui sera demandé aux collectivités, c'est une évidence et c'est une obligation. Je voudrais rappeler quand même que les collectivités aujourd'hui sont appelées à rembourser une partie de la dette qui est beaucoup plus importante que ce qu'elles représentent dans la dette. Mais le fond de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune réforme structurelle depuis plusieurs années maintenant, et que si on veut éviter que ce soit le tonneau des Danaïdes, cette dette, c'est-à-dire si on veut éviter qu'on remplisse, qu'on vide à la petite cuillère un tonneau qui se remplit à la louche, il faut peut-être faire les vraies réformes et faire en sorte que la structure elle-même soit modifiée. Sinon, l'année prochaine, ce sera la même chose et on demandera combien aux collectivités. Ouais. Ça vous rassure, Sébastien Miosset, quand vous entendez Cédric Perrin dire que le Sénat, du coup, va faire comme il a fait l'année dernière, c'est-à-dire amoindrir l'effort demandé aux collectivités? Alors, merci, monsieur le sénateur. Et en effet, je sais que au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, on a beaucoup de parlementaires qui sont à l'écoute de nos inquiétudes. Tout le monde est conscient, ou on est très nombreux en tout cas à être conscient qu'il faut faire des efforts. Et ces efforts, comme l'a dit monsieur le sénateur, ne peuvent porter que si en face des efforts budgétaires, on a des vrais efforts de simplification des normes, d'allègement et de simplification de l'action publique. Et en ce sens, le projet, les attentes en matière de décentralisation sont extrêmement importantes pour pouvoir apporter ces réponses. On doit pouvoir, par l'action publique locale décentralisée, répondre à ce besoin d'avoir un État et une action publique qui coûte moins cher pour pouvoir rétablir les équilibres des comptes publics de la nation. Il y a une autre annonce qui a été faite hier par Sébastien Lecornu, monsieur le maire, c'est un projet de loi sur la décentralisation et la réforme de l'action publique qui sera soumis au Parlement avant les municipales. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, dans le lien avec ce que je viens de vous dire juste avant, on a besoin de cet effort de décentralisation. Les collectivités, dans leur ensemble, depuis 20 ans, dépensent à peu près 12% du PIB pour faire l'ensemble de l'action publique, de la commune jusqu'à la région, en passant par les intercommunalités, les départements. Et cette part dans la richesse nationale, elle a même un tout petit peu baissé. On est passé de 12% à 11,5%. Ça veut dire qu'en 20 ans, l'ensemble des collectivités publiques, dans toute leur diversité, ne dépensent pas plus de part de la richesse nationale pour faire l'action publique locale qui, chacun peut en témoigner dans le lieu où il vit. En 20 ans, cette action publique locale, elle ne s'est pas dégradée, elle s'est même enrichie, notamment parce que l'État nous a confié des nouvelles responsabilités ou s'est déchargé sur les collectivités pour assurer du service public de proximité. Je peux citer par exemple tout le travail qu'on peut faire en matière de rénovation de l'habitat, ou les politiques de mobilité où les collectivités ont développé de l'offre depuis 20 ans et on fait ça avec la même part de PIB. Donc pour moi, ce chiffre-là, il veut dire simplement quelque chose. Quand on nous confie des responsabilités, et on nous en a confié de plus en plus, on sait faire avec des obligations d'équilibre budgétaire et avec la même part de richesse nationale que depuis 20 ans. Alors évidemment, s'il y a un grand acte de décentralisation, il faudra nous confier aussi des ressources. Et en cela, les mots du Premier ministre sont rassurants, même si le contexte politique nous laisse inquiets, dubitatifs sur la capacité du Premier ministre, du gouvernement et du Parlement à trouver un compromis pour faire ce grand acte de décentralisation qui est attendu par beaucoup de monde. Un mot là-dessus, Cédric Perrin, parce qu'il y a déjà un projet de loi de décentralisation, un grand projet de loi qui avait été promis il y a quelques années par Emmanuel Macron. Finalement, le texte qui avait été voté avait eu un effet un peu déceptif, et pour les sénateurs et pour les élus locaux. Est-ce que vous pensez que celui-là sera à la hauteur ? Écoutez, j'en connais pas la teneur exacte, donc je ne peux pas me prononcer très précisément. Ce que j'ai dit, moi, quand je suis arrivé au Sénat en 2014, c'était qu'il fallait laisser un peu les communes et les communautés de communes et d'agglos tranquilles, parce qu'on avait fait des réformes qui étaient quand même assez structurelles et compliquées, et notamment la loi NOTRe, compliquées à digérer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de choses à faire. On va y travailler. Il y a un exemple, je veux dire, monsieur le Président Miosset le sait très bien, pendant le Covid, si on n'avait pas eu les communes pendant le Covid, voire même les départements,
je ne suis pas sûr qu'on aurait réglé la crise de la même manière qu'elle a été réglée. Et donc ça démontre aussi l'importance aujourd'hui d'avoir des collectivités qui sont fortes, et à qui on donne et on délègue des pouvoirs. Mais déléguer des pouvoirs, ça veut dire aussi leur déléguer les moyens de les assumer, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque je rappelle que les gouvernements successifs, sans en citer aucun, depuis de nombreuses années aujourd'hui, ont tendance, pour faire des économies, à dégager sur les collectivités un certain nombre de compétences sans leur donner les moyens de les assumer. Donc il faut que si une réforme est mise en place, elle permette d'avoir des compétences, mais aussi des moyens. Or, aujourd'hui, on voit bien que les promesses qui sont faites sur un certain nombre de délégations de moyens ne sont pas toujours tenues dans le temps. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Merci beaucoup Sébastien Miossec, maire PS de Riec-sur-Bellon dans le Finistère, président délégué d'Intercommunalité de France. Merci d'avoir été avec nous. On passe à l'actualité internationale. Et cette question, après avoir mis fin au conflit à Gaza, Donald Trump va-t-il en faire de même avec la guerre en Ukraine? Donald Trump, Volodymyr Zelensky se rencontrent demain. C'est votre éclairage, Stéphane. Stéphane, plus de 3 ans après le début de la guerre, est-ce que les pays occidentaux aident toujours autant l'Ukraine? Alors tout dépend de quelle aide on parle. Oriane, l'institut de recherche allemand, le Kiel Institute, a publié les chiffres de l'aide militaire apportée par les pays européens cet été à l'Ukraine. En juillet et en août, ils ont alloué chaque mois une aide de 1,650 milliard d'euros, une baisse de 57% par rapport à l'aide envoyée de janvier à juin 2025. Ça, c'est pour ce qui est de l'aide militaire, mais l'aide financière et humanitaire, elle reste stable. Elle a été de 7,5 milliards d'euros cet été. Mais l'aide européenne dépasse celle des États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir début 2025. Oui, pour l'Ukraine, l'aide américaine s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain après l'élection du président américain. Aujourd'hui, Donald Trump change un petit peu sa position. Il a d'abord autorisé la transmission de renseignements stratégiques à l'Ukraine. Maintenant, le président américain menace la Russie de fournir aux Ukrainiens des missiles de croisière fabriqués aux États-Unis. Il pourra préciser cela demain lors de leur rencontre. Des inflexions donc, mais si on regarde les chiffres du Kiel Institute, l'aide européenne a largement dépassé celle fournie par les États-Unis. Entre le 24 janvier 2022 et l'été 2025, l'Europe a envoyé 177 milliards d'euros d'aide militaire, financière et humanitaire à l'Ukraine, plus que les États-Unis, donc, qui ont fourni 114,6 milliards d'euros d'aide sur la même période. Si on se concentre sur la France, est-ce qu'on sait combien on fournit d'aide à l'Ukraine? Oui, assez précisément. En fait, les chiffres sont communiqués par le ministère des Armées dans le rapport fait au Parlement sur les exportations d'armes en France en 2024. Il concerne une période très précise, du début de la guerre en Ukraine jusqu'au 1er mai 2024. On y apprend que la France a envoyé un peu plus de 3 milliards d'euros d'aide, d'équipement militaire à l'Ukraine. Cela concerne donc à la fois des armes, des véhicules blindés, des chars ou encore des missiles. La France a aussi contribué à hauteur de 2 milliards d'euros au Fonds européen de l'Union européenne qui finance l'envoi d'armes depuis les pays européens vers Kiev, qui s'appelle la Facilité européenne pour la paix. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du soutien, la France est le 8e État qui aide le plus l'Ukraine dans le monde. Mais la France refuse pour le moment de participer à un dispositif d'aide militaire mis en place par l'OTAN et les États-Unis. Oui, il s'agit du programme Pearl, lancé cet été. Son principe est assez simple, que les États membres de l'OTAN financent l'envoi d'armes américaine à l'Ukraine à travers une contribution volontaire. Les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège ou encore l'Allemagne et le Canada ont déjà participé pour un montant total de 3 milliards d'euros. Hier, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, le secrétaire d'État américain Pete Hegseth a encouragé le plus de pays possible à utiliser ce programme. Mais côté français, c'est silence radio. La nouvelle ministre des Armées, Catherine Vautrin, ne s'est pas exprimée sur ce sujet. Pour l'instant, la France refuse de participer à ce programme Pearl. Cédric Perrin, vous qui êtes président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat, que pensez-vous de ce programme qui finance l'envoi d'armes fabriquées aux États-Unis en Ukraine? Est-ce que la France doit y participer? Je ne sais pas, moi, dire si elle doit participer ou pas participer. Ce qui est certain, c'est que financer des armes américaines avec des fonds européens et uniquement des armes américaines, c'est quand même un peu... Enfin, la ficelle est un peu grosse là aussi. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on doit pouvoir trouver un équilibre et faire en sorte qu'il y ait aussi du matériel français qui soit distribué. Moi, j'ai toujours dit que l'OTAN, c'était un vaste outil de domination économique des États-Unis sur l'Europe, en dehors, évidemment, du rôle qu'elle joue en matière de sécurité. On en a une preuve ici assez évidente. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre quand même. Enfin, on ne peut pas demander
aux pays membres de l'OTAN, essentiellement européens, de financer les entreprises américaines pour qu'elles fournissent des armes et des munitions aux Ukrainiens. Enfin, je veux bien tout entendre, mais c'est quand même un peu gros et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre et faire en sorte que les pays européens, et pas que la France, mais que les pays européens, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans l'ensemble des pays-bas, je pense qu'il faut inclure aussi la Grande-Bretagne, même si elle n'est pas membre de l'Union européenne, puissent eux aussi fournir les compétences et les armes dont ils disposent et qui sont tout à fait compétitives. Sur le volume de l'aide à l'Ukraine, est-ce qu'on en fait assez encore pour l'Ukraine qui a des besoins en dizaines de milliards d'euros pour 2026 et 2027 ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut continuer à soutenir l'Ukraine ? Moi, j'ai toujours pensé qu'on n'en faisait de toute façon pas assez, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, notre sécurité, elle est largement liée au fait que les Ukrainiens se battent pour nous à l'est de l'Europe contre des Russes qui sont largement, j'allais dire, mis en difficulté, même si on peut voir les choses un peu différemment pour certains. Je rappelle qu'il y a 144 millions de Russes qui se battent contre 39 millions d'Ukrainiens et qu'aujourd'hui les Russes progressent très très peu et qu'en 4 ans ils n'ont même pas réussi à conquérir le Donbass. Pour une armée très puissante, c'est quand même un vrai sujet. Et donc la volonté impérialiste de Poutine est largement mise en difficulté par un pays beaucoup plus petit que lui, mais ça suppose que nous les aidions parce qu'évidemment ils ont des moyens qui sont limités, même si il faut quand même noter leur très très forte capacité d'innovation et leur capacité d'aller frapper dans la profondeur de la Russie, qui est assez remarquable, enfin leur capacité à aller comme ça, sans trop de difficultés, frapper la Russie. Et on voit que ça marche, puisque les files d'attente devant les stations-service en Russie semblent s'allonger. Alors les Russes sont résilients et acceptent ce genre de choses, mais il faut bien considérer que les Ukrainiens aujourd'hui sont en capacité d'innover, d'inventer un missile Flying Go quand même qui, en quelques mois, qui semble particulièrement performant, même si peut-être il manque un peu de précision, mais ils sont très très bons, ils sont très très forts, ils sont résilients, ils sont innovants, et aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est sans doute davantage de capacités militaires, et les seuls qui peuvent leur fournir des capacités militaires, ce sont évidemment les pays membres de l'OTAN, et il faut qu'on le fasse parce que, je le dis, je n'essaie de cesse de le dire, ils se battent pour nous aujourd'hui. On va parler d'Israël et pour ça on va aller chez vous, à Belfort. Bonjour Philippe Piot, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de l'Est républicain pour le territoire de Belfort. Philippe, vous revenez sur l'accord obtenu par Donald Trump entre le Hamas et Israël. Oui, bonjour. Bonjour Cédric Perrin. On vous entend beaucoup sur les questions de défense tout au long de l'année. La commission que vous présidez, c'est aussi celle des affaires étrangères. Et justement, quel regard vous portez sur la séquence qu'on vient de vivre depuis le mois de septembre, la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron, ce qui vient de se passer avec Donald Trump. Quelle est, de votre point de vue, la position de la France, son éventuelle singularité, y en a-t-il encore une, sur la scène internationale en matière diplomatique ? Je crois que d'abord sur la situation... Bonjour Philippe, pardon. Bonjour. D'abord sur la situation à Gaza, moi je pense que quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de Donald Trump, on ne peut que, en tout cas, se réjouir qu'il n'y ait plus de morts à Gaza et qu'on arrête de bombarder, comme ça a été le cas depuis des mois et des mois, ce territoire en difficulté. C'est assez positif, c'est assez rare pour être souligné, et donc il faut s'en réjouir. Le problème aujourd'hui, ce sont les perspectives, j'allais dire, de ce drame terrible qui se déroule dans ce secteur du monde depuis le 7 octobre 2023. Quelles sont les perspectives ? Moi, je suis assez dubitatif sur le règlement politique de la situation. Je rappelle que depuis toujours, la France et le Sénat, d'ailleurs, dans des différents rapports, demandent à ce qu'il y ait deux États qui se créent et qui essayent de coexister. Pour vous, le temps n'est toujours pas venu de cette solution ? Moi, je pense que le temps est venu. Le problème, c'est qu'avec ces 2 années de guerre et ces massacres qui ont eu lieu de part et d'autre, on a créé des générations de gens qui ne vont avoir pour objectif que de se venger. Quand vous avez des enfants qui ont vu leurs parents mourir sous les balles, quel sera leur objectif dans les années qui viennent, si ce n'est rejoindre les rangs du Hamas et se venger ? Donc on a créé une situation, enfin quand je dis il a été créé une situation qui aujourd'hui est assez délétère et qui va mettre beaucoup de gravillons dans les rouages d'un règlement politique. Est-ce que vous pensez que la guerre est vraiment terminée, comme le dit Donald Trump ? Hier soir, le ministre israélien de la Défense dit qu'Israël reprendra les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas ne semble pas être en mesure de pouvoir rendre tous les corps des otages. Est-ce que vous craignez du coup que le conflit reprenne ? Moi, je pense que
Donald Trump a tordu le bras à Netanyahou, c'est une évidence, ça a été vu, que Netanyahou est en difficulté parce qu'évidemment, maintenant que le conflit est potentiellement terminé, certains vont chercher des responsabilités, et celle de Netanyahou, de toute évidence, va être recherchée, donc ça peut créer des difficultés. Donc toute occasion de relancer, j'allais dire, de remettre une pièce dans la machine sera une occasion qu'il sans doute qu'il exploitera. Ma question, est-ce que la France a le même rôle à jouer qu'à une certaine époque sur ce dossier-là, où parfois elle était en tête en tant qu'interlocuteur vis-à-vis de tout le monde? Est-ce que je pense que nos changements de pied modifiés ces derniers temps? Je pense que les changements de pied réguliers du président de la République depuis 10 ans, depuis 8 ans maintenant, ont quand même particulièrement décrédibilisé l'action de la France à l'étranger, et on le voit bien en Afrique, on le voit dans une multitude d'endroits d'où on se fait sortir. Je pense qu'on est faible et qu'on ne prend pas les décisions parfois qu'on doit prendre par peur peut-être, et d'autres les prennent à nos places. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la méthode de Trump, qui est une méthode violente, peut parfois fonctionner. En tout cas, dans les résultats immédiats, on verra dans la durée si ça peut fonctionner. Je suis assez dubitatif. Merci Philippe Piot, merci. La une de l'Est républicain, c'est un rapport qui a été rendu par le Sénat hier sur la filière automobile. Le Sénat sonne l'alarme. C'est à la une de votre journal. Et merci Cédric Perrin. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.